l'actualité. En Ville-Ouellette aux nouvelles, on revient sur un dossier du journal là, sur la violence en prison. Oui, exact. Le Marianne Lafleur, Antoine Lacroix du journal qui se penche là, dans un dossier, vous allez pouvoir le voir là, aujourd'hui, mais pendant la fin de semaine aussi, sur tout ce qui est violence en prison. Parce que vous savez, dans la semaine, on a parlé encore une fois de ce qui se passait au pénitencier de Donnacona, une autre bagarre qui éclate dans le gymnase. Il y a eu plusieurs attaques mortelles dans ce pénitencier-là. Puis on va surtout se pencher sur les causes, là, ce qui fait en sorte que la violence augmente. C'est-à-dire la surpopulation dans les prisons, les guerres de gangs. On sait ça a été le motif derrière beaucoup de ces attaques mortelles-là. Livraison d'armes, de drogue, de cellulaires, mais aussi tout ce qui est pénurie d'agents correctionnels. Hein, parce qu'on estime là, pour l'année 2026 qu'il y a 215 postes qui sont vacants pour les agents partout dans les prisons québécoises. 12,2% aussi de taux d'absentéisme, que ce soit maladie ou blessure de travail. Puis des blessures et accidents de travail, il y en a pas mal. C'est le cas, entre autres, de Michel Junior Blanchet qui a parlé au journal agent correctionnel, lui, à Sorel-Tracy, 1er décembre 2024, et sont censés être deux à ce moment-là, deux agents pour accompagner un détenu qui ne veut pas rentrer dans sa cellule. Mais il est tout seul. Il y a de la pénurie de personnel. Il est tout seul à ce moment-là et il se fait frapper à la tête, mais une agression extrêmement sauvage. On parle, là, si personne n'est arrivé, il serait probablement mort, étouffé avec son propre sang, des fractures au crâne partout. Il s'est réveillé 2 semaines plus tard à l'hôpital. Là. Il a dû subir toutes sortes de chirurgies. Il y a 7 plaques de métal partout sur le crâne, partout dans le visage, mais aussi là, même de la rhinoplastie, juste pour reconstruire sa face tellement il a été magané. Puis ce n'est qu'un seul des multiples exemples de violence comme ça qu'on retrouve auprès des agents correctionnels. Lui qui estime évidemment que si les conditions étaient un peu meilleures, que si on était plus de souliers sur le plancher aussi, il y aurait peut-être moins de ces agressions-là, puis peut-être que ça dissuaderait moins aussi les gens de rejoindre la profession. Vincent Goudzo, accusé de voies de fait, se défend. Oui, ça, c'est dans la presse que M. Goudzo, aujourd'hui, explique un peu les circonstances de ces accusations de voies de fait. Parce qu'il a été arrêté, puis libéré immédiatement un soir d'octobre 2025. Raconte que c'était la fête de sa fille de 15 ans, dans le fond, qui avait fait venir un petit chapiteau, qui avait plein de jeunes qui étaient présents à l'arrière du domicile, puis qu'un jeune de 19 ans, qui serait un ami d'amis, qui serait débarqué, selon sa version des faits, sur place, se serait vanté d'avoir un gun, d'être lié à des groupes criminalisés, d'être un petit bum bien plugué dans les milieux plus insolites. Et là, à ce moment-là, on demande à ce qu'il parte. Là, semble-t-il qu'il ne voulait pas partir et que M. Goudzo l'aurait forcé à partir. Ça m'a bien fait rire. Il dit « Je vais vous répondre comme dans le temps où j'avais des discothèques, on l'expulsait avec la force nécessaire. » Bon. Et le lendemain, le jeune homme de 19 ans a porté plainte donc pour voie de fait, agression armée également contre M. Goudzo. Bon, le procès va se dérouler surtout en 2027, c'est ce qu'on apprend, doit revenir en cours dès l'automne. Il va pouvoir s'expliquer, bien évidemment, on va voir comment va se dérouler le procès, mais c'est sûr que c'est assez spécial tout ça, là, surtout que M. Goudzo, lui, devait se retrouver sur une émission diffusée à Crave en 2027. Est-ce que ça va venir changer la donne un tout petit peu? C'est à suivre. Oui, mais on comprend qu'il y a un contexte là, entourant effectivement c'est ça. Là, tout ça. Bonjour à tous. Écoutez, si je vous ai rassemblés aujourd'hui, c'est pour vous annoncer que je lance officiellement ma campagne. Je me présente pas aux élections, là. Partez pas en peur. Je prends la route pour vous montrer comment ça se vit une campagne électorale de l'intérieur. Fait que je vais aller à la rencontre des chefs, à la rencontre des... Je trouve ça tellement rafraîchissant. Vous reconnaissez la voix de Lambert Drainville, créateur de contenu politique, parce qu'Isabelle, il y aura un docu-réalité. Ça s'appelle Lambert en campagne et ce sera lancé dès le samedi 5 septembre sur Illico+. Il y en a qui l'ont connu à sucré givré. Certains dans les coulisses l'ont connu également comme ancien attaché politique. Mais c'est une nouvelle façon d'aborder les choses, différemment des médias traditionnels aussi. Lambert Drainville est avec nous ce matin. Bienvenue à l'émission. Merci de m'accueillir. C'est une première à Cube. C'est vrai? Très chouette. Oui, c'est une première fois à Cube. Merci pour ton baptême à Cube de choisir cette émission-là. Bon, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Comment tu vas réussir à nous faire vivre la campagne dans ces 6 épisodes de 30 minutes? Ouais, c'est ça. Ça va être un road trip politique. Alors, ça va commencer avec mes valises. On part le linge, puis on embarque dans la voiture et on part justement essayer de montrer aux gens comment ça se vit une campagne électorale. Fait que, comme tu l'as dit, ça va être une fois par semaine, fait qu'on va être vraiment en décalage avec, je dirais, l'actualité très bouillante, ce qui nous donne la marge de manœuvre, justement, puis c'est moins risqué, évidemment, pour les partis politiques là, d'aller nous montrer les coulisses quand ils savent que ça va être diffusé 4, 5, 6 jours plus tard. Et c'est ça, on veut montrer
moi, je le vois un Mais peu là, en... c'est l'autobus, c'est des exact. caucus, c'est les coulisses qu'on n'a pas accès habituellement, là. Oui, exactement. Dans la mesure du possible, comme je vous le disais avant d'entrer en onde, ça demande un grand niveau de confiance puis un grand niveau de collaboration des 5 formations politiques avec qui je vais travailler. Le but, c'est de les couvrir toutes ces formations politiques-là, leur donner chacun assez d'espace et de traiter ça aussi de façon le plus équitable possible. Mais oui, on pense évidemment à moi... Ce qui m'a fait allumer sur le show, c'est par exemple la préparation pour les débats. T'sais, nous, on voit les débats nationaux, c'est très regardé, ça peut faire chavirer une campagne électorale. Mais ceux qui l'ont vécu à l'interne savent comment ça se passe souvent. Il y a des simulations, ils font venir du staff, ils font venir des anciens ministres, des anciens députés pour jouer le rôle des anciens chefs. Puis il y a une simulation qui se fait. Après ça, l'autobus, tu l'as mentionné, le War Room, l'organisation politique de la campagne. Ouais. Tout ça, on veut vraiment aller montrer ça aux gens. Là. Mais Lambert, ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que à un moment donné, tu étais de l'autre côté de la clôture. Ouais. Des fois, tu sais, comme attaché politique ou quoi que ce soit, tu veux garder un peu le contrôle, tu sais, sur le message. Est-ce que tu sens de l'ouverture sur les accès? Parce que là, ils vont t'ouvrir leurs portes. Quel accueil? Est-ce que tu les sens ouverts à participer jusqu'à maintenant? Bien, déjà, pour ces 5 formations politiques-là, moi, depuis que j'ai décidé de devenir créateur de contenu, il y a eu à plusieurs moments des collaborations. Je me suis assis avec ces chefs-là pour des cafés, des bières. Fait que, tu sais, j'étais en contact avec ces gens-là. Il y a un lien de confiance qui s'est bâti. C'est un lien de confiance qui est très important que je vais devoir maintenir tout au long de la campagne. Et oui, je sens beaucoup d'ouverture. Bien honnêtement, je sens de l'ouverture de toutes les formations politiques. Elles n'ont pas été si difficiles que ça à convaincre. Je pense qu'elles comprennent aussi. Tu sais, moi, c'est un concept que j'ai vu aller aux États-Unis. Il y a eu des concepts similaires lors de la montée au pouvoir de Trump en 2016. Il y a des concepts similaires en Europe qui se sont faits aussi. Je me suis juste dit, on est peut-être rendu là au Québec aussi de montrer le vrai, là, de comment ça se passe pour vrai aux gens. Puis dans l'optique où moi, comme créateur de contenu, j'essaie de donner le goût aux gens un peu. Les gens, le défi que je m'étais donné un peu... de façon audacieuse, si vous me permettez, c'était d'intéresser des gens qui ne s'y intéressaient pas à la politique, puis de dire, c'est peut-être plus que ce qu'on voit aux nouvelles, la politique, d'aller montrer les coulisses de comment ça marche, de donner la parole aux employés politiques. Moi, je pense que ça peut donner l'intérêt aux gens de s'intéresser. Vois-tu une différence? Parce que tu le fais un peu aussi à sucré givré. Sur tes réseaux sociaux aussi, c'est du contenu plus politique. Est-ce que tu sens qu'il y a un intérêt? On pense aux jeunes qui vont pas beaucoup voter. Est-ce que tu sens que ça fait une différence déjà? Tu sais... Dans la mesure de ce que je suis comme petit créateur de contenu sur les réseaux sociaux, oui, ça m'arrive des fois, j'ai croisé des gens des jeunes là, qui m'ont croisé, qui m'ont dit « Hey, j'ai commencé à suivre ton contenu, je pense que je vais commencer à m'impliquer. » Il y a un candidat du Parti libéral dans comment ça s'appelle? La Violette Saint-Maurice. Oui. La Violette Saint-Maurice dans les Laurentides ou en Mauricie, là, qui m'a écrit là, pour me dire que lui, il se présentait aux élections après avoir vu mon contenu, avoir suivi mon contenu dans les dernières années. Il m'a proposé d'aller lui rendre visite au courant de la campagne. Fait que ça va être un mélange de tout ça. On va voir les chefs, les coulisses de l'organisation politique, mais aussi les candidats. Et à la manière un petit peu de, je sais pas si vous vous rappelez, Jean Lapierre, qui avait lui-même, pendant quelques années, son autobus, là, puis qui allait faire des vox pop dans les centres d'achat, dans les stationnements. Il va y avoir aussi beaucoup d'espace pour le citoyen. Ramener ça sur le plancher des vaches, parce que nous, on est souvent dans, les mordus, on est souvent dans la grande et fine analyse. Mais il faut se rappeler que, par exemple, en 2015, il y a bien des gens qui ont voté pour Justin Trudeau parce qu'il avait des beaux cheveux. Fait qu'on est là. Fait qu'on on veut ramener ça à ce niveau-là. Ouais. Tu penses quoi de la stratégie réseaux sociaux pour l'instant des chefs? Ça dépend lesquels. Ouais, ça, c'est sûr que j'en ai parlé hier avec Emmanuel Latraverse. C'était pas leur meilleur flash. Là. J'ai compris qu'ils ont mis ça en veilleuse, ce concept-là. Ils ont misé sur le milliard de kilomètres. Alors, on le voit se promener puis tout. Moi, ce que j'ai dit à propos de la stratégie de M. Milliard spécifiquement, c'est qu'on doit apprendre à le connaître. C'est un gros déficit de notoriété. Je pense que Charles Milliard doit expliquer qui il est, qu'est-ce qu'il propose, au-delà de « je fais beaucoup de terrain, je sers des mains ». M. Duhem, même chose. C'est le roi de la clip. Ses réseaux sociaux sont, pour l'instant, selon moi, pas au niveau. Quand tu regardes, par exemple, le PQ, qui ont publié récemment, là, lui qui joue au mini-pot avec Carl Carmoni, lui qui joue au tennis avec Alexis Galarneau. Je pense que M. Paul Saint-Pierre Plamondon gagne à être vu puis de bonne humeur en ayant du plaisir. Je pense que certains partis ont les devants là, côté médias sociaux par rapport à d'autres. Lambert Drainville, merci beaucoup d'être passé à l'émission. Donc, on regarde ça au cours de la campagne électorale, finalement. Merci d'être passé.